Allez, on a l'autorisation de commencer. Donc, bonjour à tous, merci d'être là. J'espère que la journée s'est bien passée pour chacun de vous, que vous avez pu apprendre beaucoup de choses, qu'on a pu répondre à vos questions. Donc, vous avez une matinée consacrée à l'ensemble des études de médecine et des études des métiers de santé de ce matin, qui ont eu lieu ce matin. Et là, cette petite heure qu'on va passer ensemble est consacrée aux formations paramédicales. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Isabelle Lafont, je suis la doyenne de la faculté de médecine. Et c'est moi qui vais faire 2 des 3 présentations qui vont se succéder aujourd'hui parce que les intervenants qui devaient être parmi nous aujourd'hui n'ont pas pu être présents. Avant de commencer, donc, je vous présente les personnes qui sont présentes ici. Donc d'abord, Madame Sylvie Moritz-Gasser, qui est la directrice de l'école d'orthophonie, qui parlera elle-même sur les études d'orthophonie, et Monsieur Guillaume Osé, qui est responsable à la faculté des études paramédicales. Voilà, donc on va se donner, je vous propose, on va faire chaque profession les unes après les autres, on va les faire dans l'ordre du programme, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'orthopsie, puis ensuite l'orthophonie, ensuite la psychomotricité. Et on se donne 10-15 minutes par présentation avec un petit temps d'échange entre les différentes présentations. Alors, l'orthopsie est la première. Donc, l'orthopsie est actuellement pilotée par un directeur qui est le professeur Max Villain, qui est un ophtalmologiste, accompagné par le professeur Dayen, Madame Lazzaro et Madame Pic. Vous savez que l'orthopsie, c'est la rééducation des troubles visuels, essentiellement, avec essentiellement une activité autour des défauts de la vision qu'on appelle binoculaire, ce qu'on appelle les strabismes, les hétérophories, les insuffisances de convergence, les nystagmus, et des mots un petit peu techniques sur lesquels on ne va pas s'attarder, mais également dans d'autres situations. Le métier d'orthoptiste, donc c'est une profession qu'on appelle paramédicale réglementée. Ça fait partie du champ des professions de rééducation. C'est une profession qui est ancienne déjà, en 1956, et qui consiste, comme à chaque fois, en 3 types d'actes. Des actes de rééducation, comment j'améliore une situation à partir de l'existant. Des actes de réadaptation, comment je compense une situation à partir de l'existant. Et des actes d'évaluation qui sont très intéressants, qui permettent de poser les indications de rééducation et de réadaptation. Le rôle de l'orthoptiste, en gros, il est inscrit sur cette diapositive, hein, c'est la prise en charge d'un certain nombre de déficiences, pas uniquement de troubles de la motricité visuelle, la réalisation d'examens complémentaires en ophtalmologie, et dans le cadre de la collaboration avec l'ophtalmologiste, les orthoptistes peuvent réaliser ces actes en complémentarité avec le professionnel médical. Alors, les dates, je vais vous en faire grâce, c'est l'historique de la profession d'orthoptiste qui, je crois, n'a pas lieu d'être ici, puis je ne suis pas la meilleure sur ce sujet-là, je ne vais pas m'attarder sur cette diapositive. La formation en orthopsie, donc c'est une formation qui se déroule sur 3 ans, qui est une formation qui se déroule à la faculté de médecine, qui donne à la fin des 3 ans un DE, c'est-à-dire un diplôme d'État, et un équivalent de grade licence. C'est une formation qui, sur les 3 années, est toujours composée, comme à chaque fois, d'une partie d'enseignement clinique et d'une partie d'enseignement théorique, avec, comme dans toutes les études quasiment qu'on fait dans le champ de la santé, plus d'enseignement théorique au début et plus d'enseignement pratique à la fin. Grosso modo, c'est moitié en pratique, moitié en enseignement théorique, avec des UE qui vont être répartis, on va vous en dire 2 mots sur les diapositives d'après, et la possibilité, comme c'est le cas maintenant de pas mal de professions paramédicales, de poursuivre au terme des études paramédicales qui donnent lieu au DE, qui donnent accès au diplôme d'État, sur des formations en master éventuellement pour ceux qui seraient intéressés. Les filières, la partie stage des études d'orthopsie, c'est d'abord des stages hospitaliers à mi-temps pendant les 3 années d'études, comme je vous l'ai dit. Et puis il y a sur certains sujets spécifiques des stages complémentaires spécifiques en néonatologie pédiatrique dans un établissement qui est l'ARAMAV, qui est autour de Nîmes sur la basse vision. Il y a un stage en cabinet privé et un stage en cabinet libéral. Je signale au passage qu'il y a, comme dans toutes nos filières au niveau de la fac de médecine, des associations d'étudiantes qui sont actives, qui sont extrêmement disponibles et qui sont à votre disposition pour répondre aux questions. Ils sont dans le hall de la fac là, et vous pouvez les rencontrer au décours si vous êtes intéressés. Voilà, en post-diplôme, il y a des possibilités de formation complémentaires comme dans toutes les professions, à savoir ce qu'on appelle des DU, DIU, qui sont en quelque sorte des espèces d'hyper-spécialisation dans le champ de l'orthopsie, dont vous avez la liste ici. Pour tous, hein, pour les libéraux comme les salariés, dans le cadre de ce qu'on appelle le développement professionnel continu, c'est un peu la formation continue des professionnels de santé. Les modalités d'exercice du métier d'orthoptiste, elles sont comme à chaque fois mixtes,
avec la particularité pour cette profession-là d'être remboursée par l'assurance maladie. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de libéraux en orthopsie qu'il y en a par exemple en psychomotricité, on en parlera tout à l'heure, où il n'y a pas de remboursement par l'assurance maladie. Donc on a là des professionnels libéraux qui exercent en cabinet et des professionnels salariés qui exercent soit dans le cadre d'un cabinet d'ophtalmologie en binôme avec un ophtalmo, soit dans un établissement de santé, une clinique, un hôpital. Donc la réglementation, comme beaucoup de professions paramédicales, l'orthopsie est une profession prescrite. Il y a un accord préalable qui est donné par l'assurance maladie. Et derrière, il y a un remboursement à 60% par l'assurance maladie, ce qui permet d'en avoir quelques-uns en libéraux parce qu'il y a des prises en charge. En libéral, pardon. En quelques mots, les domaines d'expertise de l'orthopsie, je vous les ai déjà quasiment tous listés au début de ce diaporama. Donc ils font de la prévention et du dépistage visuel précoce. J'ai été un peu rapide sur une diapositive d'avant. Ils interviennent par exemple dans ce qu'on appelle les CAMPS pour le dépistage chez les jeunes enfants. Ils font avec les ophtalmologues des examens de la réfraction, des troubles visuels dont beaucoup d'entre vous sont malheureusement victimes. Ils peuvent faire l'examen orthoptique lui-même, qui est un examen qui vise à analyser essentiellement les troubles visiomoteurs. Ils font des explorations fonctionnelles, ils peuvent s'intéresser également à des travaux sur la basse vision, ils participent aux examens en lien avec la basse vision, à l'ARAMAV par exemple, mais ils s'intéressent aussi aux troubles du neurodéveloppement, quand le trouble visuel s'intègre dans un problème neurodéveloppemental, c'est-à-dire par exemple chez des enfants qui ont des problèmes neurologiques autres, parmi lesquels il y a des troubles visuels. Et puis ils pratiquent, toute une partie de leur métier, c'est de pratiquer de la rééducation orthoptique qui est centrée sur les troubles moteurs, mais pas exclusivement. Alors quelques chiffres sur la profession, c'est une profession qui est nombreuse, il y a 4643 orthoptistes en exercice en France. Vous voyez, vous avez en bleu et en rouge, vous avez à peu près 50% d'activités libérales et 50% de gens qui sont plutôt salariés dans des institutions. C'est une profession non paritaire parce qu'elle est à 82% féminine. Et vous avez une profession qui est globalement jeune, je pense que c'est ce que veut dire en bas le petit carré, avec 39% d'orthoptistes qui ont été diplômés entre 2007 et 2017. Et enfin, pour terminer, donc l'accès à la formation, c'est essentiellement Parcoursup en formation initiale. Vous avez ici les éléments importants à faire figurer sur Parcoursup, qui sont un peu les mêmes que sur d'autres professions accessibles par Parcoursup, avec notamment les bulletins scolaires qui sont pris en considération, ces premières et terminales, une lettre de motivation qui va avec, et éventuellement un retour sur une expérience antérieure. Voilà. Et la particularité de l'orthopsie, c'est qu'au terme de ce premier tour sur Parcoursup, là je parle sous le contrôle de Guillaume Euzet, il y a un oral qui est organisé. Vous voulez peut-être compléter, Guillaume? Je vous laisse... Par rapport à l'oral, justement, ce sont les dossiers sélectionnés, c'est-à-dire les meilleurs dossiers qui vont avoir accès à cet entretien oral qui va compléter la note globale pour un classement final qui vous sera dévoilé fin mai, comme tous les ans sur Parcoursup, quand les résultats sont publiés. Voilà, et c'est un oral de 20 minutes. Voilà, et au total, nous avons à la faculté de médecine de Montpellier 30 places chaque année pour intégrer les études, et le rapport entre le nombre de dossiers qu'on reçoit et le nombre de places dont on dispose, je ne le connais pas, Guillaume. Alors pour orthopsie, on a en gros dans les 800 dossiers pour le regroupement Montpellier-Bordeaux, sachant qu'on a 30 places à Montpellier et 25 places à Bordeaux. Donc on garde environ la capacité d'accueil x4 pour les examens oraux. Donc là, on est aux environs de 200 dossiers qui sont retenus pour faire passer les oraux pour les 55 places qui sont offertes sur Montpellier et Bordeaux. Voilà. Donc ça reste quand même des formations sélectives, hein. C'est comme toutes les filières actuellement. Voilà, il y a également la possibilité d'accéder à la formation en formation continue, c'est ce qu'on appelle la réorientation professionnelle. Et là, la prise en compte, les critères qui sont pris en compte, je peux vous laisser parler, peut-être vous connaissez mieux que moi, monsieur Euzet, ça. L'accès même en formation continue se fait aussi par Parcoursup. La différence, c'est que les données qui sont disponibles sur Parcoursup ne sont pas les mêmes qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, mais la commission d'examen des vœux s'adapte à cette différence-là, de manière à pondérer les données qui sont disponibles pour pouvoir obtenir une note qui mette tout le monde à égalité et qui ne pénalise pas les formations continues, les réorientations. Donc tous les dossiers sont bien étudiés
Et sur Montpellier, en tout cas, la commission d'examen des vœux attribue un certain nombre de membres du jury sur l'étude de ces dossiers spécifiques de réorientation, parce que justement les données qui sont disponibles sont étudiées de manière plus spécifique, puisque toutes les données type notes du bac et de première ne remontent pas forcément pour ces personnes-là qui ont eu le bac il y a des années et dont les données ne sont pas disponibles. Merci beaucoup. Et voilà, et donc après, comme à chaque fois, on vous encourage vraiment à aller voir les informations qui figurent sur Parcoursup. Vous avez des plaquettes également d'informations dans le hall de la fac et vous avez les étudiants qui peuvent répondre à des questions peut-être plus précises auxquelles vous n'auriez pas eu vos réponses à travers cette rapide présentation. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne peux pas voir malheureusement les questions de tous ceux qui sont dans l'amphi Ziegelman et dans l'amphi Rondelet, c'est ça, Guillaume ? On ne sait pas s'ils ont vers Rondelet. Est-ce que vous avez des questions? Donc tout était clair? Oui, il faut que vous vous exprimiez fort. Alors pour les entretiens oraux des dossiers qui vont être retenus, ça va être basé essentiellement sur la motivation et sur le projet professionnel, c'est-à-dire que ce projet soit mûrement réfléchi et que votre profil et votre projet professionnel soient en adéquation avec le futur métier vers lequel vous vous destinez. Voilà, c'est essentiellement la motivation et votre parcours professionnel. Ok, très bien. Bah, écoutez, moi, s'il n'y a pas... Ah, pardon, j'ai pas vu. Alors, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est l'avenir. Malheureusement, dans l'immédiat, quand on est actuellement en passe, on n'a pas de possibilité d'accéder directement aux études d'orthopsie. Si vous, après la passe, vous souhaitez faire orthopsie, il faudra repasser par Parcoursup. Ça n'a pas changé. Comment? Ni en orthophonie. Voilà, ni en orthophonie, ni pour l'instant, même sur les IFSI. On commence à y travailler, mais là, ce ne sera pas pour vous, ce sera pour plus tard. Ok. Juste pour que je me fasse une idée, est-ce que parmi vous, je vois trop de loin en plus, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par orthopsie à la base? D'accord, donc il y a quand même une partie des gens qui sont là qui sont intéressés. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Madame Sylvie Gasser. Moritz Gasser, excuse-moi Sylvie. C'est le diaporama qui est là, tu es d'accord? Oui, je pense. C'est le tien? Bonjour, donc je suis responsable pédagogique du département d'orthophonie à la fac de médecine ici à Montpellier. Je vais vous faire une présentation succincte de la profession et de l'admission et des études. Il y a beaucoup de personnes qui sont a priori intéressées par orthophonie. Je vais poser la question avant. D'accord, donc je vais m'appliquer. La profession d'orthophonie, c'est donc une profession de santé qui vise à prévenir, évaluer, traiter les difficultés ou troubles, qu'ils soient développementaux ou acquis, en lien avec le langage oral, le langage écrit, la communication. Toutes les autres activités cognitives, incluant tout ce qui est attention, mémoire, fonction exécutive, etc., mais également de la cognition mathématique et des fonctions oro-myo-faciales, c'est-à-dire tout ce qui est oralité, déglutition, etc. Donc ça concerne vraiment tous les âges de la vie, du tout petit nourrisson jusqu'à la personne très âgée. C'est une profession de premier recours, c'est-à-dire que c'est un professionnel de santé qui va intervenir, comme je viens de le dire, auprès de personnes de tous âges, au travers du bilan qui est soumis à une prescription médicale, mais qui va mener au diagnostic et à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet thérapeutique qui, cette fois-ci, va être, ne sera pas soumis à un avis médical, mais sera simplement du fait de l'orthophoniste. L'intervention de l'orthophoniste contribue donc au développement et au maintien de l'autonomie et, de façon plus générale, à la qualité de vie de tous les patients.
Alors, quelques chiffres. C'est une profession qui connaît le plein emploi, donc il y a 0% de chômage. En orthophonie, c'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait même dire que c'est une proportion négative si ça existait, parce qu'il y a énormément de demandes et cette demande ne peut pas être pourvue. Les orthophonistes ont, pour la majorité d'entre eux et elles, des listes d'attente en libéral, en tout cas, qui sont assez longues. Donc, voilà, c'est une profession qui connaît le plein emploi. Il y a environ 27 000 orthophonistes en France, avec une majorité de personnes qui exercent en libéral ou en activité mixte, libéral salarié, et 20% d'orthophonistes qui exercent uniquement en activité salariée, soit dans des structures hospitalières publiques ou dans des structures privées de rééducation, centres médico-psychologiques, etc. Profession non paritaire aussi, mais encore moins, puisqu'il y a 97% de femmes, pour une raison totalement obscure. C'est tout à fait incompréhensible qu'il y ait aussi peu d'hommes orthophonistes. Ça n'a rien de spécifiquement féminin. C'est sans doute un peu historique. Donc 97% de femmes, et l'âge moyen des orthophonistes est de 44 ans. C'est une profession assez jeune, puisqu'elle existe depuis, le décret date de 1964. Les missions de l'orthophoniste consistent, elles sont nombreuses, comme vous pouvez le voir sur ce tableau synthétique. Elles consistent à analyser une situation et élaborer un diagnostic orthophonique, mettre en œuvre le projet thérapeutique, concevoir les séances d'orthophonie en lien avec ce projet, établir bien sûr une relation thérapeutique, évaluer et faire évoluer les pratiques professionnelles, éventuellement participer à des projets de recherche, coopérer avec d'autres professionnels. On peut travailler aussi au sein d'une équipe pluridisciplinaire, que ce soit en exercice salarié ou en libéral. Et on peut aussi, bien sûr, participer à la formation initiale, en enseignant donc à la faculté de médecine pour les étudiants en orthophonie, et également à la formation continue. En ce qui concerne les études, donc le diplôme décerné à l'issue des... Le diplôme décerné à l'issue des 5 années d'études s'appelle un certificat de capacité. Voilà. Hop. Certificat de capacité d'orthophoniste, qui a le grade master puisqu'il y a 5 années d'études. On a donc un premier cycle d'études qui correspond aux 6 premiers semestres, c'est-à-dire aux 3 premières années d'études, avec des enseignements plutôt fondamentaux, donc acquisition d'un socle de connaissances en sciences de la vie, sciences physiques, sciences humaines, santé publique, physiopathologie, qui vont être indispensables pour s'approprier les compétences nécessaires à l'exercice du métier et pour s'approprier aussi tout ce qui va arriver au cours du second cycle, qui concerne cette fois-ci des connaissances très spécifiques à la profession, avec l'étude de tous les domaines professionnels qui sont nombreux, et qui donc correspondent aux 4 derniers semestres d'études. Connaissances scientifiques et techniques indispensables à la pratique de cette profession, apprentissage du raisonnement clinique, de l'intervention thérapeutique, formation à la démarche scientifique et acquisition de compétences transversales. Il va y avoir pendant ce second cycle, bien sûr, un certain nombre de stages. Je pense que donc, ces stages vont venir compléter, bien sûr, tous les apports théoriques et vont permettre de développer un raisonnement clinique et l'apprentissage pratique. Voilà, et vous voyez sur cette diapo qu'au cours des études, donc du premier semestre au semestre 10, à la fin de la 5e année, les cours magistraux tendent à diminuer nettement, alors que les stages et les travaux dirigés, tout à fait logiquement, tendent à augmenter. Avec des volumes horaires qui sont quand même très importants. Donc, c'est des études, peut-être pas besoin de le spécifier, mais vraiment à temps plein. Voilà, on ne peut pas faire autre chose en même temps. C'est des études très, très chargées en termes de volume horaire. En ce qui concerne donc le département universitaire d'orthophonie, c'est une composante de la faculté de médecine. Le directeur du département est le professeur Garel, qui est ORL, médecin ORL. Je suis donc la responsable pédagogique. Les responsables administratifs sont monsieur Euzé, madame Baraché, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, et madame Roux au niveau de la gestion de la scolarité. Et il existe aussi une association étudiante qui s'appelle Dislali, que vous avez dû rencontrer aussi si vous avez été à la rencontre des étudiants dans le hall tout à l'heure.
et que vous pourrez à nouveau rencontrer après, si ce n'est pas déjà fait, qui est très active et qui pourra répondre à toutes vos questions et qui s'occupe très bien notamment des étudiants qui se préparent à l'admission. Donc cette admission, c'est une formation sélective, c'est le moins qu'on puisse dire, dont les candidatures se font via la plateforme Parcoursup, avec des attendus généraux qui sont inscrits sur les critères généraux d'examen des vœux sur la plateforme, mais ces attendus sont une solide maîtrise de la langue écrite et orale, puisque c'est quand même la base du métier, de bonnes capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhension des concepts, des qualités relationnelles, communicationnelles développées, de bonnes compétences méthodologiques afin d'être capable de travailler de manière responsable, en autonomie et aussi en groupe, et bien sûr de bonnes capacités de communication et d'organisation. Quelques chiffres par rapport à la formation au niveau national. Il y a 21 centres de formation qui sont regroupés suivant 9 regroupements. Donc nous, on fait partie et on est centre gestionnaire du regroupement Occitanie-Est-PACA, qui a donc le département de Montpellier, de Marseille et de Nice. Vous savez qu'un vœu concerne un regroupement et que vous pouvez faire jusqu'à 5 vœux en orthophonie, donc vous pouvez candidater pour 5 regroupements, sachant que dans chaque regroupement, il peut y avoir 1, 2 ou 3 villes. Donc, si vous avez vraiment envie de faire orthophonie, je vous engage à utiliser vos 5 vœux pour cette formation. Les chiffres, l'année dernière, 450 candidats ont été retenus à l'issue de l'examen des dossiers. Et 150 d'entre eux ont passé des entretiens oraux. Donc on a noté ces chiffres pour cette année, puisque normalement ils ne devraient pas être différents. Et ces entretiens sont prévus d'ores et déjà le 16 et le 17 mai 2022. La commission d'examen des vœux, qui va donc examiner à la fois les dossiers Parcoursup et participer aux entretiens oraux, est constituée des responsables pédagogiques des 3 centres, et puis d'enseignants et de professionnels, en lien bien sûr étroit avec l'orthophonie, et cette commission va examiner toutes les candidatures sur la base des critères que vous pouvez retrouver sur la plateforme. Ces critères sont quantitatifs et qualitatifs, et c'est ceux qui nous permettent d'établir un classement des candidatures. Et j'insiste sur l'aspect quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte uniquement des notes, on en tient compte bien sûr, mais on tient compte aussi de tout ce qui est qualitatif dans le dossier, donc projet de formation motivé, description du parcours scolaire, motivation centre d'intérêt sur la plateforme Parcoursup à remplir avec le plus grand soin, puisque la proportion d'analyse de ces aspects qualitatifs par rapport aux aspects quantitatifs est la même. Voilà. La phase d'admission, c'est-à-dire l'entretien, va permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à intégrer cette formation universitaire en 5 ans et ses aptitudes futures à exercer une profession de soins dans le domaine de la communication de façon générale. Donc cet entretien va être un entretien à la fois de motivation, mais également d'évaluation de ses capacités communicationnelles, conceptuelles, de flexibilité et d'adaptation relationnelle. À l'occasion de cet entretien qui dure un quart d'heure, 20 minutes à peu près. Il y a 38 places en orthophonie à Montpellier, il y en a 38 aussi à Nice et il y en a 38 à Marseille. Donc pour l'ensemble du regroupement, ça fait 114 places. L'année dernière, il y a eu 2159 vœux confirmés et pour Montpellier. Et pour l'ensemble du regroupement, il y a eu 2418 vœux en 2021. Donc on devrait être à peu près dans le même ordre de grandeur. Le taux d'admission pour Montpellier en 2021 était de 4%. Je tiens à préciser, avant d'oublier, que sur la fiche de présentation, il est noté que la série de bac, les options conseillées sont maths, physique, SVT. On va l'enlever pour l'année prochaine parce qu'on étudie bien sûr tous les dossiers et il y a à peu près la même proportion de personnes qui sont issues d'un bac avec des spécialités scientifiques que d'un bac avec des spécialités littéraires ou sciences éco et sociales ou histoire géopolitique ou voilà. Donc il n'y a pas de spécialité privilégiée par rapport à cette formation. Voilà, donc ça c'est une chose importante.
Et d'ailleurs, c'est noté ici, elle peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements. Et depuis Parcoursup, donc depuis 2 ans, il y a entre 1 et 2% de personnes issues de bacs technologiques qui sont intégrées dans la formation en orthophonie. Les candidats en réorientation ou en reconversion vont aussi candidater sur Parcoursup et les dossiers seront examinés sur les mêmes critères. À partir des documents disponibles, et comme disait M. Euzet tout à l'heure, il y a une commission spécifique là aussi qui étudie les dossiers des personnes en réorientation et en reconversion, puisqu'ils n'ont pas toujours à leur disposition des éléments quantitatifs. Donc la commission est spécialement dédiée à l'étude de ces dossiers. Et en cas de situation sanitaire dégradée, bien sûr, les entretiens seront adaptés par l'intermédiaire d'outils de communication à distance. Et je peux même dire qu'il est probable qu'on fera appel à ces outils de communication à distance de toute façon, parce que ça permet aussi aux candidats de pouvoir faire plusieurs entretiens dans la même journée sans avoir à faire le tour de France. Voilà. Donc à Montpellier, il y a de grandes chances pour que ce soit de toute façon en vidéo. Le mot de la fin, c'est pour vous donner envie, hein, si vous manquez encore un tout petit peu d'infos, c'est une discipline jeune, dynamique, passionnante, en constante évolution. Les pratiques professionnelles évoluent constamment. La recherche permet de faire évoluer ces pratiques professionnelles. Cette discipline est en lien avec de nombreuses autres disciplines, notamment tout ce qui est neurosciences, sciences du langage, psychologie, ORL et d'autres disciplines aussi. Donc c'est une discipline très riche et très dynamique et c'est un terreau par rapport à la recherche. D'ailleurs, ce n'était pas noté sur la diapo, je ne crois pas, mais on peut tout à fait, à l'issue du master, candidater pour poursuivre vers un doctorat. Voilà. L'importance du dossier de candidature, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment, je pense que je ne vous apprends rien, hein, quelque chose à faire avec le plus grand soin. Prendre en compte rigoureusement l'ensemble des attendus hein, qui figurent sur la plateforme Parcoursup. L'objet faisant le dossier faisant l'objet d'un examen très attentif par l'intermédiaire d'évaluations aussi bien quantitatives que qualitatives. Donc, accorder un grand soin, une grande rigueur à ces aspects qualitatifs. Les aspects quantitatifs, vous ne pouvez plus y faire grand-chose. Les aspects qualitatifs, c'est à vous de les démontrer et d'y apporter le plus grand soin. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention. Des questions ? C'est le moment de poser vos questions. Hein. Ok. Ah, allez-y, pendant que je change de diaporama. Alors les prépas, je ne peux pas trop vous en parler, mais je vais quand même vous donner mon avis, parce qu'on peut donner son avis. Je pense que ça ne sert à rien. Par rapport à Parcoursup, hein, je ne dis pas par rapport au concours, mais maintenant qu'il n'y a plus de concours et que c'est Parcoursup, je me demande un peu à quoi ils préparent. À la constitution du dossier, sûrement. Enfin, bon, j'ai peut-être été un peu rapide en disant que ça ne servait à rien, mais la constitution du dossier et puis l'entretien. Mais comme il n'y a plus d'épreuves à passer, voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus. Paul Valéry, effectivement, il y a un petit hic quand même, parce que sur la plateforme Parcoursup, ils apparaissent quand on fait une recherche comptable orthophonie. Il y a cette formation de licence ETP à Paul Valéry qui ne forme pas du tout au métier d'orthophoniste, mais qui effectivement propose une filière spécialisée pour préparer à l'admission en orthophonie. Donc, bon, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement.
Et pour finir, donc, cette année, la moitié de la promo est constituée, je crois que c'est vraiment très précis, ça doit être 51 ou 52% à Montpellier, est constituée de néo-bacheliers, donc de jeunes personnes qui ont eu le bac en juin dernier. Voilà. Et ce que je voulais rajouter aussi tout à l'heure, c'est que les chiffres peuvent un peu faire peur, il ne faut surtout pas avoir peur de candidater par rapport à cet aspect sélectif. L'année dernière, au niveau national, les 2/3 des candidats qui ont intégré une formation en orthophonie, un département d'orthophonie, faisaient leur candidature pour la première fois. Donc, c'est quand même un point positif. Voilà. Non, pas les nôtres. Pas les nôtres. Non, non. Il y a d'autres départements qui ont dû changer leur date par rapport à la demande du ministère, par rapport au report des épreuves de spécialité. Mais les épreuves de spécialité, c'est du 13 au 15 mai, je crois. Et nous, c'est le 16 et le 17. Donc, voilà. Allez, je vous propose qu'on enchaîne. Donc peut-être s'il y a des places devant, si les personnes qui restent debout à l'accueil veulent venir s'asseoir, vous êtes les bienvenus. Ok, très bien. Donc je vous propose qu'on enchaîne. On va laisser partir les personnes qui ont eu leur réponse. Alors, je ne sais pas comment c'est dans l'amphi Ziegelman, mais là, il y a pas mal de brouhaha dans la pièce lié aux personnes qui sortent. Donc, je marque un tout petit temps d'arrêt avant d'enchaîner sur la psychomotricité. Voilà, donc on va y aller. Donc la psychomotricité, c'est une formation nouvelle à la faculté de médecine Montpellier-Nîmes qui va démarrer à la rentrée 2022, qui ne se déroulera que sur le site de Montpellier. Et là, je m'exprime à la place de l'équipe qui porte ce projet, qui est Monsieur Frédéric Pujarinet, qui va être le directeur pédagogique de cette école, qui est psychomotricien de formation, bien sûr, et le professeur Amaria Bagdadli, qui est la directrice scientifique, qui est pédopsychiatre. Alors la psychomotricité, donc quelques éléments, c'est donc une profession de santé également, c'est un métier du champ de la rééducation et réadaptation avec 3 axes d'intervention qui sont la prévention en matière de troubles psychomoteurs, l'accompagnement et le conseil d'un certain nombre de pathologies ou de patients, plutôt de personnes qui souffrent d'un problème de santé à l'origine de troubles psychomoteurs. Et le 3e type d'intervention, c'est bien sûr des interventions thérapeutiques basées sur la rééducation. C'est une profession qui est ancienne également, je ne connais pas la date de sa création, et actuellement le référentiel de formation, qui est la base de l'ingénierie pédagogique de l'offre de formation, date de 1998. Alors pour vous donner un peu une idée de type de prise en charge qui peuvent être proposées, la psychomotricité peut intervenir dans un certain nombre de situations pathologiques, comme par exemple ce qu'on appelle les TADH, les troubles de l'attention et l'hyperactivité des enfants. Il y a des interventions dans le champ des troubles de la coordination motrice. Vous allez voir ici cette vidéo si elle passe. Elle ne passe pas d'un jeune garçon qui a des troubles moteurs dans un contexte d'une maladie neurologique relativement peu sévère, mais qui occasionne des troubles psychomoteurs et donc qui a besoin d'une prise en charge spécifique. Ils interviennent également auprès de personnes qui souffrent de tics ou de TOC, ce qu'on appelle les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs sur lesquels les psychomotriciens interviennent. Je suis désolée, les vidéos ne passent pas très bien. Et enfin, ils interviennent également dans le champ des dys, en particulier des dysgraphies, où ils peuvent avoir un champ d'intervention thérapeutique aussi. Alors, les vidéos, elles passent vraiment pas super bien. C'est dommage parce que vous auriez eu des exemples concrets de l'action des psychomotes. Alors, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Les enfants ne volent pas dans les airs.
Mais juste pour vous montrer que c'est vraiment une approche dont l'objectif, c'est vraiment de prendre en charge les aspects psychologiques, psychiatriques, neurologiques qui sont à l'occasion d'un trouble de la motricité dans leur globalité, afin à la fois d'agir sur le mouvement et d'agir sur le mouvement dans sa composante sociale et de l'interaction interhumaine. Dans des champs un peu différents, ils interviennent également dans le champ de la prise en charge des enfants trisomiques avec des activités psychomotriques. Bon, c'est dommage, hein, je ne peux pas vous passer les vidéos. Également dans d'autres champs d'application, comme ici par exemple l'utilisation de techniques de psychomotricité, donc de rééducation psychomotrice pour rééduquer un amputé à l'utilisation d'une prothèse, en l'occurrence une prothèse myoélectrique. Toujours dans des champs particuliers, la psychomotricité intervient également dans le champ de la psychiatrie, pour les traitements des troubles moteurs qui accompagnent parfois certaines maladies psychiatriques. Vous avez ici une jeune femme qui a ce qu'on appelle une catatonie, qui est très inhibée sur une maladie psychiatrique grave et à qui le psychomotricien fait travailler la motricité pour essayer d'aborder la pathologie sous l'angle de la rééducation de la motricité. Et enfin, il y a une très jolie vidéo ici que je ne peux malheureusement pas vous montrer qui montre comment on peut aussi travailler dans le champ des phobies à travers une approche psychomotrice. La partie psycho, c'est je prends en considération la phobie de la personne qui a très peur du vide pour travailler la motricité en contexte de réalité virtuelle. Donc ça, c'est des exemples pratiques qui sont très éloquents de ce que c'est que la psychomotricité. Je sens que Sylvie Maury ne se projette pas du tout dans cette situation-là. Si tu veux, on va former plein de psychomotriciens à la fac et on pourra... Voilà. Bon, c'est anecdotique, hein, c'est pas quand même le cœur de métier de la profession. Ils interviennent également dans le champ de la neurologie, par exemple dans la maladie de Parkinson. Là aussi, il y a une très jolie vidéo, mais je pense qu'elle ne va pas passer, hein, sur le travail de la coordination des mouvements, de la réautonomisation, du fait de rendre à nouveau automatique des gestes que les patients parkinsoniens ont perdus. Et puis dans le champ des maladies neurodégénératives autres, notamment dans la maladie d'Alzheimer, avec des activités où on utilise en fait la motricité pour médier une rééducation à composante cognitive. Voilà, donc ça c'est la définition de la psychomotricité que j'ai essayé de vous donner tout à l'heure. Donc les objectifs, c'est de restaurer une motricité avec son action sur le milieu physique, son action sur le milieu social, en jouant sur tous les facteurs qui infèrent avec la fabrication du mouvement. Les domaines d'application de la psychomotricité, quand on est médecin, et c'est mon cas, on a des psychomotriciens dans les services essentiellement en pédiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en pédopsychiatrie, en gériatrie, il y en a de plus en plus, et dans les services de ma spécialité, qui est la médecine physique et de réadaptation, qui sont les services de rééducation, où souvent on associe des prises en charge psychomotriciennes à des patients, par exemple, qui ont des traumatismes crâniens ou des affections neurologiques autres, où l'intervention du psychomotricien est très complémentaire de ce qui se passe avec les kinésithérapeutes, avec les ergothérapeutes, qui sont des métiers sensiblement différents. Alors la démarche du psychomotricien, elle est calée sur la démarche de beaucoup de professionnels dans le champ de la rééducation, c'est-à-dire que c'est une profession sur prescription médicale qui va faire un bilan, pratiquer un bilan de psychomotricité, qui va poser un diagnostic psychomoteur, et qui va ensuite proposer une prise en charge avec un certain nombre de techniques qui appartiennent à la profession et qui fait l'objet de la partie professionnelle de la profession. Donc les conditions préalables à l'inscription sur Parcoursup, vous les trouverez bien entendu sur Parcoursup. Donc c'est une inscription post-bac avec des conditions qui sont normales, hein, qui sont des trajets de plus de 17 ans au 31 décembre de l'année en cours, en sachant que la psychomotricité, ce sont des études en 3 ans qui donnent au terme un diplôme d'État de psychomotricien et qui ne vaut pas grade licence, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'orthophonie. Alors pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien, en tout cas c'est la loi. Les attendus nationaux en matière de psychomotricité, c'est d'être intéressé par les questions de santé et les questions sociales, de disposer de qualités humaines d'empathie, de bienveillance et d'écoute, qui sont un peu au cœur quand même des métiers de soignants, de savoir mobiliser des compétences d'expression écrite et d'expression orale, d'être intéressé par une démarche scientifique et de disposer d'un minimum de connaissances en sciences, et de disposer de compétences organisationnelles et de compétences dans le champ du savoir-être. Donc tout ça, c'est pareil, vous le trouverez sur Parcoursup. On peut également intégrer directement
Alors ça, je ne savais pas ça. En deuxième année d'études, la psychomotricité, ça, Guillaume voulait peut-être intervenir là-dessus, parce que là, pareil, je remplace. Oui, il y a la possibilité d'intégrer directement la deuxième année si on est déjà possesseur d'une liste de diplômes qui sont listés par l'article 25 donc de l'arrêté du 7 avril 1998, que vous pouvez consulter sur Internet. Et je crois que la liste est faite dans la diapo suivante. Pour Montpellier, ça ne va pas être possible cette année puisque c'est la mise en place de la première année. Par contre, à partir de l'année prochaine, que la deuxième année sera mise en place, il y aura la possibilité d'intégrer directement la deuxième année si, comme je l'ai dit, on est diplômé de certaines formations, sachant que cette intégration est soumise à la réussite à un concours qui porte sur les enseignements qui sont donnés en première année et que le nombre de places est très très restreint, ça va être 1 à 2 places maximum pour justement qu'on n'augmente pas de trop l'effectif qui est déjà de 25 et pour lesquels on va diplômer sur les 3 ans. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est ça, c'est les conditions, c'est l'article 25 qui liste, alors on ne va pas les lire ensemble, hein, l'ensemble des formations préalables qui permettent de rentrer directement en deuxième année. Ça y est, les photos sont prises. Ouais, c'est petit un peu. Hein. Alors, donc nous ouvrons cette année 25 places à l'Institut, l'école de psychomotricité de Montpellier. Sur Parcoursup, vous aurez des droits d'inscription de 80 €. Je souligne le fait que le tarif d'inscription pour les études de psychomotricité, il est fixé au niveau national, hein, c'est 1 316 €. Que c'est donc un diplôme pareil en 3 ans avec, comme je vous l'ai dit pour l'orthopsie, hein, et comme l'a très bien dit Madame Sylvie Moritz-Gasser, un mélange d'enseignement théorique et d'enseignement pratique. Et plus on avance dans les études, plus on fait de la pratique. Le contenu de la formation sur le plan théorique, il y a des enseignements qu'on appelle fondamentaux avec des choses que vous voyez qui sont des choses de base. Et plus on monte, vous voyez, plus les stages prennent de la place et moins les enseignements théoriques fondamentaux prennent de la place. Voilà, le principe de l'Institut de psychomotricité de Montpellier, c'est que nous n'accueillerons que 25 étudiants, donc on s'engage à avoir un suivi pédagogique individualisé. On est en train de constituer une équipe qui va être, qui est assez aguerrie, puisqu'une partie de l'équipe a déjà travaillé avec l'Institut de psychomotricité de Toulouse, hein, qui existe déjà, où il y a 50 places, mais où ils sont tellement assaillis de demandes qu'on a décidé d'ouvrir une deuxième structure en Occitanie, à Montpellier. Il y a une grande place donnée à la pratique réflexive, c'est de la formation en alternance, c'est ce que je vous ai dit, c'est un mélange de stage et de formation théorique, avec des choses ancrées quand même dans un vrai savoir scientifique comme l'orthophonie, hein, mais aussi des choses autour du savoir-faire. C'est une profession avec un savoir-faire, hein, des techniques et du savoir-être comme toutes les professions de santé. Alors les chiffres, hein, donc en France actuellement, il y a 13 600 psychomotriciens installés. Pourtant, c'est une profession qui n'est pas remboursée par l'assurance maladie lorsqu'elle est réalisée dans un cabinet libéral. Donc vous le voyez, il y a très très peu de gens qui sont en exercice libéral pur. Ils sont quasiment tous ceux qui sont en gris là. Ils sont en exercice mixte en fait. Très souvent les psychomotriciens, ils sont dans des institutions, ils sont salariés et ils ont une petite part d'exercice libéral. Mais comme ils ont beaucoup de mal à se faire financer, que les familles n'ont pas souvent l'argent pour payer, c'est beaucoup une pratique salariée. Encore une profession non paritaire, Sylvie, 83,9%, mais vous n'êtes pas battu en orthophonie encore. On reste sur des professions très féminines et l'âge moyen actuel, c'est 41 ans. Voilà, alors en sachant que, attention, hein, on a une demande qui est croissante. Hein, je peux vous dire que depuis qu'on a commencé à annoncer, et ça fait pas longtemps qu'on sait qu'on va ouvrir à Montpellier, qu'on allait ouvrir une école de psychomotricité à la fac de médecine de Montpellier, on a déjà beaucoup de contacts. On ouvre parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants, hein, qui sont demandeurs. Et on sait que, pareil, hein, que c'est une profession, il n'y a pas beaucoup de chômage, hein, voire pas du tout. Je n'ai pas les chiffres, là, je ne sais pas s'ils sont sur une diade après, mais en gros, il y a quand même pas mal de perspectives et de débouchés derrière. Et il y en a d'autant plus que, vous voyez, ce qui est indiqué ici, c'est que vous savez qu'en France, on fonctionne beaucoup avec des plans gouvernementaux. Il y a eu le plan autisme, il y a le plan Alzheimer, le plan AVC, qui génèrent des besoins et qui sont assortis généralement de recommandations, de soins spécifiques dans lesquels il y a de la psychomotricité. Donc il y a un vrai besoin. Voilà, donc l'insertion professionnelle excellente, je vous l'ai dit. Donc le chiffre, c'est ça, c'est plus de 90% qui trouvent un emploi l'année suivante. Donc on n'est pas sur du négatif, Sylvie,
mais on n'en est pas très loin. Mais vous êtes vous êtes une profession qui est remboursée par l'assurance maladie, la psychomote l'est pas. Voilà, donc la conclusion, ça c'est Frédéric Pujarinet, hein, les psychomotriciens, des thérapeutes de l'action. Voilà, je ne sais pas si ça résonne chez certains d'entre vous. En tout cas, je trouve que l'expression est assez adaptée de ce que je connais de cette profession. Voilà. Donc j'imagine que ceux qui sont restés étaient au moins pour partie intéressés par la psychomotricité. Vous levez la main, ceux qui sont intéressés, que je me rende compte? Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on voit venir en fait. Hein. C'est ce qu'on voit venir. Voilà, donc on démarre cette année. Hein, donc c'est 25 cette année, ça sera 25 l'année prochaine, 25 la suivante. Et puis, ben voilà, vous avez toutes les infos. Je t'en prie. Juste rajouter une petite chose, c'est que les orthophonistes et les psychomotriciens sont très souvent amenés à travailler en collaboration. Hein, on le voit par les champs, les disciplines des deux professions. Et qu'on est en train de discuter justement avec Madame Lafont sur aussi mutualisation, voilà, merci, au niveau des enseignements, de certains enseignements entre les études en psychomote et en orthophonie. Donc c'est des professions qui sont très complémentaires et au niveau des études aussi, il y a des choses en commun, quoi. Voilà. Alors, ce que dit Madame Moritz-Gasser, c'est très important, je te remercie de le dire. Typiquement, la formation en psychomotricité, là c'est la doyenne qui parle, et en présence de sa directrice, je vous présente Madame Herada, qui est la directrice de la faculté de médecine. L'Institut de psychomotricité, on le crée dans la faculté de médecine de Montpellier de façon volontaire et presque militante. On l'interface beaucoup avec l'existant pour aller vers des enseignements interprofessionnels qui mettent en lien les filières de santé les unes avec les autres. On l'a fait beaucoup avec l'orthophonie, psychomote orthophonie, on va le faire aussi avec les orthoptistes. On va le faire également avec les étudiants en médecine sur la deuxième année, sur quelques briques communes. Donc cet enjeu des enseignements interprofessionnels qu'on essaye de décliner de façon opérationnelle au niveau de la fac de médecine, ça va être le cas pour l'école de psychomote, qu'on démarre comme ça. Comme on la sort de terre là, on la met d'emblée en interconnexion avec les autres formations. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui? Ah, deux bras qui se lèvent. Alors le monsieur derrière qui a levé la main en premier. Pour la partie, alors, tout ce qui est prépa actuellement, les prépas proposent une prépa au concours avec des mises à niveau en SVT, mais les prépas concours, le concours il est d'actualité cette année pour la dernière année pour les instituts publics. Donc à partir de l'année prochaine, des concours, il n'y en aura plus. Donc les prépas proposeront autre chose, vraisemblablement, surtout une mise à niveau scolaire. Mais là, actuellement, sur les critères de sélection de Parcoursup, vont être pris en compte les attendus nationaux qui sont listés. Le fait d'avoir fait une prépa, ça peut être un plus par rapport justement à un enseignement qui aura été suivi sur une mise à niveau spécifique qui concerne un enseignement qui va être dispensé pendant les études de psychomotricité. Mais en aucun cas, ça sera un critère de sélection. Ça sera un plus dans le dossier, mais c'est tout. Juste avant de vous donner la parole, Madame, juste aussi ce que j'ai pas dit, il n'y a pas d'euro cette année. En psychomote, c'est Parcoursup et on ne fait pas d'euro cette année. La deuxième question. Alors, ça ne vaut pas grade licence. L'entrée en master, alors là, j'ai pas la réponse. Vous le savez ça, Guillaume? Je pense que non. Il y a la possibilité d'intégrer un master lorsque vous avez une licence ou un diplôme qui vaut grade de licence. Actuellement, un psychomote ne donne pas le grade de licence. C'est en cours d'ingénierie depuis quelques années déjà. On espère que ça va aboutir. Mais si à l'issue de votre diplomation en psychomotricité, vous voulez enchaîner sur un Master 1, il faudra vraisemblablement passer sur une L2, voire une L3, en fonction du Master que vous choisirez. Oui.
Non, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de place réservée pour la réorientation, ni de place réservée pour les néo-bacheliers. C'est vraiment les dossiers qui sont étudiés au cas par cas et qui sont notés, et c'est les meilleurs qu'on retient. Alors, je vois encore deux mains qui se lèvent. Alors, peut-être la dame au fond qui avait en premier. Au sujet des stages et de l'alternance, sur les stages, c'était combien de semaines en fonction des années? Il y avait écrit alternance, mais c'était pas stipulé combien de jours. Je vous dirais une bêtise, je n'ai pas la réponse. Je préfère ne pas vous répondre. Vous l'avez? Ah oui, voilà, c'est très bien. Il y a les nombres d'heures sur cette dia. Vous le voyez ou pas? Mais par contre, est-ce que c'est des demi-journées, des journées? Comment c'est organisé dans le temps? Je n'ai pas la réponse à ça. Et au niveau des alternances, vous pouvez pas avoir de... Alors, il y a... Oui, dites-le. Le terme alternance tel qu'il a été employé, c'est juste pour préciser qu'on alterne entre les cours théoriques et les stages pratiques. Mais ce n'est pas une alternance comme vous l'entendez, c'est-à-dire moitié entreprise, moitié école. Là, pour le moment, ce n'est pas proposé et je ne pense pas que ça le sera parce que les formations en santé en alternance, pour le moment, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est vraiment une formation temps plein, hein. Pareil que pour l'orthophonie, pareil que pour... Et il y avait une autre question devant, oui? Disons que un candidat libre, si vous êtes titulaire d'un de ces diplômes-là qui est listé, vous pouvez postuler directement en deuxième année en réussissant le fameux concours dont on parlait tout à l'heure, mais qui sera possible que l'année prochaine, puisqu'il n'y a que l'année prochaine que nous aurons une future deuxième année. Pas à ma connaissance. Après, peut-être que ça se développera. Dans tous les cas, actuellement, sur le site de la faculté de médecine, il y a une page qui est dédiée à l'offre de formation avec toutes les formations qui sont listées. Et dans le paramédical, la psychomotricité n'apparaît pas encore, mais elle va apparaître dans les semaines à venir. Donc je vous engage à surveiller le site de la faculté de médecine parce que cette page dédiée à la psychomotricité va se nourrir et va vous proposer beaucoup d'informations qui vous ont été diffusées aujourd'hui et d'autres complémentaires. Et donc c'est en cours de construction et ça ne saurait être publié dans les quelques jours. Alors, juste pour compléter, après, je pense qu'on va devoir s'arrêter pour des raisons de timing, mais juste la psychomote, il n'y a pas encore d'association étudiante. Voilà, ils ne sont pas dans le hall juste parce qu'ils ne sont pas encore là. Ce sera peut-être certains d'entre vous l'année prochaine. Voilà, vous avez été super attentifs, super sages. Je suis très impressionnée. Merci de l'intérêt que vous avez porté à la fois à cette session sur les formations paramédicales et à la fac de médecine dans sa globalité. J'espère que vous avez pu voir tout ce que vous vouliez. Et puis, bonne fin de journée. Et peut-être à bientôt. Alors, oui, vous aurez pu la poser. Donc, non, alors, Toulouse, ils ont une expérimentation spécifique de l'organisation. D'accord, donc
mais ça, vous aurez pu l'appeler, parce que j'aurais donné un peu plus. Je suis pas sûre de l'avoir vu, mais vous avez parfaitement raison. Je vois que vous avez étudié le sujet. Merci, messieurs, au revoir. Mon portage, j'ai peur qu'il disparaisse. Excusez-moi. Après, il y a des formations. Il y a la formation, il y a la formation. On a une appétence pour l'art, pour pas hésiter à... Après, c'est la limitation de la NOV qui est pas facile. Bon courage. Bonjour.
ça dans les commissions d'examen des dossiers. Peut-être Guillaume, hein, je peux vous déranger un instant. Cette jeune femme demande bientôt. Au revoir. Donc, pour la suite des événements, on va parler un petit peu de tout ce qui est les infos administratives par rapport aux inscriptions. Donc en fait, c'est ce qui fait la suite de Parcoursup, c'est-à-dire que ce soit en orthophonie, en orthopsie ou en psychomotricité, la porte d'entrée c'est Parcoursup. Une fois que cette partie-là est passée, les résultats de Parcoursup étant publiés, je crois que cette année c'est le 27 mai, vous allez avoir à vous positionner par rapport aux propositions qui vont vous être faites via Parcoursup. Et dans la suite logique, il va y avoir l'inscription administrative, ce qu'on appelle l'inscription administrative à la faculté, à l'Université de Montpellier. Elles vont se dérouler dès début juillet, dès le lendemain des résultats du baccalauréat, et elles vont se prolonger jusqu'à fin juillet. Sachant que Parcoursup indique que pour ceux qui sont retenus, vous devez finaliser votre inscription administrative avant, je crois, c'était le 17 ou le 16 ou le 17 juillet de cette année 2022. Bon, après, pour ce qui est de orthophonie, d'orthopsie, pour les deux formations pour lesquelles on a un peu de recul, puisque ça fait 2 ans maintenant, c'est la 3e année qu'on est sur Parcoursup, on sait que les effectifs sont pleins assez rapidement après la publication des résultats, c'est-à-dire que mi-juin, on a nos promos complètes. Donc il y a peu de possibilités, si vous voulez, d'inscription tardive du fait de désistement des uns et des autres. En général, quand on choisit cette filière-là, les filières paramédicales, on fait plusieurs vœux dans cette filière-là, et quand on obtient ce qu'on veut, on confirme son vœu, et on laisse la place dans les autres vœux, forcément, ce qui permet à l'algorithme de tourner et de proposer les places libérées aux autres candidats. Et donc du coup, là, pour le coup, les personnes qui se candidatent dans ces formations paramédicales le font forcément en connaissance de cause, et quand elles sont admises, elles disent oui tout de suite, elles confirment, elles ne mettent pas en attente en espérant avoir mieux, ou alors ça va être entre 2 centres si elles sont en ballottage, j'allais dire, entre 2 centres pour lesquels elles avaient candidaté. Mais en général, on fait le plein, pour parler trivialement, rapidement. On n'est pas du tout sous le même schéma que d'autres formations type L1 en droit ou en STAPS, où les capacités d'accueil sont bien plus supérieures, et avec des turnovers qui vont tourner, enfin la plateforme Parcoursup va tourner quelquefois jusqu'à fin août pour proposer des places. Nous, les places, elles sont prises rapidement. Voilà. Donc le principe de Parcoursup, je vous le rappelle, on fait quelque chose de général par rapport aux 3 formations, sachant que pour psychomotricité, cette année, il n'y aura pas d'oral. L'année prochaine, on le mettra en place. Comme c'est une formation qui est jeune et lourde à mettre en place, notamment au niveau de Parcoursup, la décision a été de se passer de cette possibilité-là d'organiser un oral, mais il sera sûrement mis en place l'année prochaine. Ce qui fait que
Une fois que la note a été attribuée au candidat et qu'il est classé, c'est fin mai que vous aurez connaissance de ce classement. Donc pour les trois formations, l'ouverture de l'offre de formation sur la plateforme Parcoursup a ouvert, je crois que c'est le 20 décembre. L'ouverture de la formulation des vœux, c'était le 20 janvier. Vous avez jusqu'au mois de mars pour finaliser vos vœux, et après vous avez jusqu'à début avril, je crois, pour confirmer vos vœux. Que ce soit pour orthophonie, orthopsie ou psychomotricité, le vœu vaut 80 €. Donc Parcoursup, vous avez droit à 10 vœux, 5 vœux par formation. Si vous avez décidé de candidater en orthophonie par exemple, vous allez payer 80 € pour le regroupement Montpellier-Marseille-Nice. C'est-à-dire que vous allez payer que 80 €, entre guillemets, mais vous allez candidater sur 3 écoles différentes. Pour orthopsie, le regroupement, c'est Montpellier-Bordeaux, donc vous candidatez pour les deux. Et pour psychomotricité, par contre, on n'est pas regroupé avec d'autres écoles, donc peut-être ça le sera dans le futur, mais pour le moment, on est resté que sur Montpellier. L'intérêt de fonctionner en regroupement, ça permet aux candidats de multiplier ses chances. Sachant que voilà, si vous candidatez sur Montpellier en orthophonie, vous allez être obligé de faire au moins un sous-vœu. C'est-à-dire de mettre, si vous voulez venir à Montpellier, de mettre au moins Montpellier. Si vous voulez multiplier vos chances, vous mettez vos sous-vœux Marseille et Nice, dans l'ordre que vous souhaitez. Mais sachez que si toutefois vous devez être retenu pour passer un oral, vous allez passer un oral de sélection. Il se peut que vous soyez entendu par un jury de Montpellier, de Marseille ou de Nice, dans tous les cas, vu que les questions qui vous seront posées seront les mêmes, que ce soit à Montpellier, à Marseille, à Nice ou à n'importe quelle école de France. C'est cet oral qui va permettre d'avoir une note supplémentaire qui va se rajouter à la note globale et qui va permettre de classer. Le principe de classement de Parcoursup, c'est 4 briques. Vous avez la partie, comme le disait tout à l'heure Madame Maurice Gasser, quantitative, c'est-à-dire les notes de première et de terminale jusqu'au second trimestre de la terminale, pardon. Et la fiche à venir qui se compose des appréciations du proviseur de l'établissement fréquenté et des avis des professeurs principaux. Et la partie qualitative, c'est le projet de formation motivé, qui est une lettre de motivation avec 1500 caractères, à laquelle il faudra apporter le plus grand soin. Et bien sûr, tout ce qui est activité et centre d'intérêt. Et là, c'est tout ce que vous avez fait en annexe de votre formation qu'il faudra faire ressortir. L'intérêt de Parcoursup, c'est d'avoir ces 4 briques-là divisées en 2 parties, qualitatives et quantitatives, qui vont permettre à la commission d'examen des vœux, aux membres de cette commission, d'étudier les dossiers et d'attribuer une note et de classer et de sélectionner les meilleurs. Voilà. Pour ceux qui vont passer un oral, cette note d'oral va se rajouter aux notes existantes pour la partie qualitative. Donc c'est ce classement-là qui est fait pour qu'on puisse vous le proposer. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'orthophonie, parce que c'est le plus complexe, puisque c'est celui où on est en regroupement où il y a 3 établissements, si voilà, vous êtes classé premier et vous avez mis Montpellier en premier, voilà, on va vous proposer Montpellier, vous allez confirmer votre vœu. Si vous aviez d'autres vœux en attente, vous allez les libérer et ils vont être proposés à d'autres. Après, si vous avez mis que Montpellier et qu'en 2 vous n'avez pas mis Marseille ni Nice, on ne vous proposera pas les établissements que vous n'avez pas sélectionnés. Hein, ça reste logique, mais ça reste l'inquiétude de certaines personnes au travers des questions qu'on nous pose, qu'on reçoit, soit par téléphone, soit par mail au bureau. C'est-à-dire qu'on ne vous proposera pas quelque chose que vous n'avez pas demandé. Si vous avez mis que Montpellier, on vous proposera Montpellier, si vous êtes classé en rang utile. Et puis après, si vous avez mis Montpellier, Marseille et Nice, en fonction de notre rang de classement, on vous proposera les places disponibles à ce moment-là. Voilà. Après, pour la partie inscription administrative pure, tout se fait à distance. Donc, depuis la pandémie,
cette inscription qu'on appelle via le web, qui est disponible. C'est la partie Parcoursup qui est injectée dans nos logiciels de gestion de scolarité, qui fait que ça va vous donner l'accès à une application qui s'appelle Primo Web, sur laquelle vous allez vous inscrire. Il y aura déjà des informations que vous avez déjà saisies dans Parcoursup qui sont directement injectées, et il faudra juste les compléter avec des pièces justificatives qui sont listées et qui seront à déposer. Mais tout se fait à distance, c'est-à-dire que après votre admission sur Parcoursup et votre confirmation sur Parcoursup, lors de votre inscription administrative à la faculté de médecine de l'Université de Montpellier, vous allez tout faire via le web et déposer vos pièces justificatives via le web. Et à l'issue de ça, quand toutes vos pièces justificatives seront étudiées par nos services, vous recevrez un message comme quoi vous êtes bien inscrite et vous n'avez plus qu'à activer votre compte informatique pour pouvoir accéder à votre certificat de scolarité. Mais tout ça en restant chez vous, sans vous déplacer, d'où que vous soyez. D'où l'intérêt de passer par les applications web. Voilà. Après, par rapport aux inscriptions administratives, s'il y avait des questions, je peux y répondre. Ou par Parcoursup, hein, si vous avez des questions aussi. Mais sur l'aspect purement technique, parce que sur l'aspect pédagogique, je n'ai pas de compétences. Oui. Alors, vraisemblablement, on va garder le distanciel, parce que la première année, on n'a pas pu les organiser. L'année dernière, on les a maintenus en distanciel, et l'équipe pédagogique s'est rendue compte de l'aspect satisfaisant de ces euros en distanciel. Donc pour la qualité pédagogique en termes de sélection, à partir du moment où ça remplissait cette fonction-là, comme pour le côté pratique, c'est beaucoup plus confortable pour l'équipe pédagogique comme pour les candidats. Je pense que c'est ce mode de fonctionnement qu'on va conserver, d'autant qu'en plus, avec le report des épreuves de spécialité qui ont bouleversé un petit peu les calendriers des oraux, on va peut-être se retrouver à peu près tous au même moment à faire passer des oraux. Et comme je dis toujours, quelqu'un qui a candidaté en orthophonie, en orthopsie ou en psychomotricité et qui a un bon dossier, s'il a un bon dossier à Montpellier, il va forcément avoir un bon dossier à Lille. Et s'il doit passer un oral à Lille le matin et à Montpellier l'après-midi, ça va être difficile de se déplacer. Donc la possibilité de le faire en visio permet justement d'être le matin à Montpellier et l'après-midi à Lille. Donc je pense que c'est ce mode de fonctionnement qui va être retenu. En tout cas pour orthophonie, c'est sûr. Pour orthopsie, j'en suis un petit peu moins sûr. L'équipe pédagogique est un peu plus frileuse. Pour psychomotricité, on va voir l'année prochaine. De toute façon, cette année, ce n'est pas d'actualité. Oui. Pour quelqu'un qui est fait une prépa, par exemple, vous dites que c'est les notes qui comptent, est-ce que c'est les notes qui sont en première, et en prépa, ou juste... Alors, pour reprendre un petit peu la philosophie de Parcoursup, c'est que l'objectif de Parcoursup, même si tout le monde le décrit un petit peu, même si tout le monde voit ça comme une usine à gaz, c'est un intérêt d'avoir toute l'offre de formation du territoire national sur une seule et même plateforme. Donc la possibilité à un néo-bachelier de pouvoir candidater à la formation qu'il veut. Donc cette philosophie-là, c'était justement de permettre à tous ceux qui veulent faire cette formation-là de pouvoir y candidater. Auparavant, que ce soit en orthophonie, en orthopsie, du temps où il y avait le concours, les lauréats n'étaient que des personnes qui avaient fait une, voire deux, quand ce n'était pas 3 années de préparation, et des préparations qui coûtent entre 2, 3, ça peut aller jusqu'à 5 000 € l'année. Donc l'objectif et la philosophie, c'était de mettre tout le monde au même niveau et ne pas privilégier des candidats qui avaient les moyens de se payer une prépa fort onéreuse et que tout le monde puisse être à égalité. De plus, le fait de fonctionner en regroupement, c'était de limiter les frais pour les candidats, parce qu'auparavant, du temps du concours, le budget moyen pour un étudiant en orthophonie, par exemple, si je prends l'orthophonie, c'était entre 800 et 1 000 € entre le fait de passer ces concours, les déplacements, l'hébergement, la restauration, etc. Là, si vous prenez vos 5 vœux,
Ouais, vous faites le calcul, ça fait 8 fois 5,40, on est à 400 € maximum comme budget, c'est-à-dire 2 fois moins qu'auparavant, et vous couvrez l'ensemble du territoire. Donc, par contre, ce qui est interdit par l'aspect Parcoursup, c'est de privilégier, maintenant qu'on est sur Parcoursup, un candidat qui aurait fait une prépa par rapport à un autre. Le fait d'avoir fait une prépa, ça ne va pas vous avantager par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait de prépa. Par contre, ce que vous pouvez faire valoir en ayant fait une prépa, c'est ce qu'il y a dans le contenu de la prépa, c'est-à-dire une éventuelle mise à niveau dans un enseignement scientifique. Si vous deviez avoir des lacunes dans cet enseignement-là, ça peut être un plus. Mais à dossier égal, ce n'est pas celui qui va faire une prépa qui aura la préférence du jury. C'est contraire à la philosophie de Parcoursup. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors je comprends que ceux qui ont fait une prépa et qui ont les moyens de s'en payer une, c'est un petit peu ennuyeux parce qu'ils ont fait l'effort d'eux. Mais voilà, la prépa, comme le disait tout à l'heure Mme Maurice Gasser pour l'orthophonie, et je pense que c'est vrai pour la psychomotricité, ils ont encore un pignon sur rue là, parce qu'il y a encore, c'est la dernière année qu'en psychomotricité, on peut organiser des concours. Mais à partir de l'année prochaine, quand toute l'offre de formation de psychomotricité sera sur Parcoursup, ils prépareront, ça sera juste une mise à niveau, voilà. Ça ne sera plus une prépa, un concours. Ça va être une aide au remplissage de dossiers, à la rédaction du projet de formation motivée, etc. Ça va être du conseil. L'aspect pervers de la prépa, c'est que quelqu'un qui a fait une prépa pour rentrer en orthophonie alors qu'il n'y a plus de concours, ça veut dire qu'il va avoir un projet de formation motivée formaté. Et ça va se voir tout de suite. Ça veut dire qu'ils sont tous pareils. Alors, ils sont très bien, mais c'est tous les mêmes. Donc c'est difficile de sélectionner quelque chose qui est uniforme. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le remplir avec soin et essayer de faire quelque chose qui soit un peu plus, parce que à note égale, par la partie quantitative, après c'est la partie qualitative qui va faire la différence, quoi. Donc si vous êtes découvert une passion pour le métier que vous voulez faire l'année précédente, ça va se voir tout de suite. Si vous avez un projet de formation qui est mûrement réfléchi et que vous avez envie de faire ce métier depuis très longtemps et que vous pouvez le prouver par des stages, par la participation aux journées portes ouvertes, ça peut être un plus aussi. Le fait de s'être déplacé, pour ceux qui le font, ou même si on est sur place, pour prendre des informations, ça peut être un plus aussi. Tout ce qui peut être dans le sens de votre projet est à faire valoir sur Parcoursup pour une meilleure visibilité, on va dire. Oui. Alors, le problème des pièces jointes, c'est que c'est lourd et que ce n'est pas forcément ouvert par les membres de la commission. Parce que bien souvent, les pièces justificatives et les pièces jointes, c'est des justificatifs de stage, etc. Et le problème, c'est que Parcoursup, c'est du déclaratif. Donc, vous pouvez postuler à une première année d'orthopsie en sortant du bac et vous pouvez dire que vous êtes doctorante. On vous croit sur parole. Mais bon, quand vous allez être intégré, ça va avoir un effet rétroactif qui va invalider votre candidature. Parce que c'est une déclaration sur l'honneur. Donc vous vous engagez en disant « j'ai fait tel ou tel stage » à l'avoir vraiment fait. Et vous êtes en mesure de produire un justificatif. Je pense qu'il est inutile de le déposer comme pièce au dossier. Ça va alourdir le dossier. Et ça ne va juste attester que quelque chose que vous avez dit et qui est vrai, puisque vous vous engagez sur l'honneur à la véracité de vos propos. Donc, les pièces justificatives, après les lettres de recommandation, ça ne va pas faire partie des éléments qui vont être étudiés par la commission d'examen des vœux. Donc, ce n'est peut-être pas la peine d'alourdir cette partie-là. Alors, les boursiers qui sont exonérés des frais de dossier
sont les boursiers avérés par l'établissement qu'ils ont fréquenté dans l'année. C'est-à-dire, si on est boursier en terminale, c'est une bourse qui est avérée par l'établissement, et en tant que tel, vous êtes exonéré. Si vous êtes en études supérieures, déjà, et que vous êtes boursière, vous pouvez demander le remboursement, mais vous allez être obligé de payer, parce que votre profil, par défaut, va être un profil payant. Par contre, effectivement, si cette année vous êtes en études supérieures, en université ou autre, et que vous êtes boursière, après le paiement, vous pouvez demander le remboursement de votre 80 € sur justificatif, c'est-à-dire votre notification de bourse 2021-22. Parce que le problème, c'est que souvent, on a des étudiants qui demandent qu'on leur rembourse les 80 €, qu'ils soient pris ou pas pris, parce que de toute façon, les 80 €, c'est des frais de dossier. Ils rentrent dans l'enseignement supérieur l'année suivante, pas forcément dans cette formation. Ils sont boursiers, parce qu'ils relèvent, parce qu'ils sont éligibles, et ils nous envoient la notification de l'année suivante. Mais c'est pas bon, ça. Ce qu'il nous faut, c'est la notification de bourse de cette année. Alors, c'est des cas qui sont relativement rares, mais ça arrive, on a déjà remboursé les 80 €. Les boursiers qui sont exonérés, c'est les boursiers avérés, certifiés par les établissements fréquentés pour l'année en cours. Par rapport au mail qui est sur Parcoursup, vous pouvez envoyer votre demande de remboursement avec le justificatif. Ah, si l'élève est boursier certifié par l'établissement, vous avez forcément le statut de boursier et l'inscription est à 0. Oui ? Non, pareil, c'est interdit. On ne privilégie pas un dossier d'un étudiant qui est plus proche de la formation qu'un qui serait plus loin. Oui ? Si la première année, on n'est pas activité à Montpellier, mais dans une autre école, est-ce qu'il est possible de refaire une demande pour intégrer ici à Montpellier en deuxième année, du coup, la formation? Alors, c'est pour quelle formation ? Alors, psychomotricité, on n'a pas de recul pour le moment. Je vais vous dire ce qui se fait en orthophonie et en orthopsie, mais je pense qu'on va se calquer sur ce principe-là. C'est-à-dire que si vous intégrez une première année de psychomotricité, vous souhaitiez Montpellier, mais vous ne l'avez pas eu, et vous avez intégré une autre école qui est distante de votre lieu de résidence, ce qui est possible de faire, c'est demander un transfert. Par contre, les transferts, c'est soumis à conditions. Pour revenir toujours à l'orthophonie et l'orthopsie, pour pouvoir être transféré, c'est d'école à école, il faut avoir validé sa première année, ne pas avoir validé toutes les UE, les UE c'est les unités d'enseignement, donc toutes les épreuves, de façon à commencer une seconde année sans avoir d'UE en dette, si toutefois il y a la possibilité de dette. Mais de toute façon, c'est soumis à effectif, c'est-à-dire que, par exemple, pour orthophonie, on a des demandes de transfert en deuxième année ou en troisième année, parce qu'après, au-delà, on n'en prend plus, parce que c'est du deuxième cycle. Et l'intégration dans le cadre de transfert ne se fait que si nous avons la capacité. C'est-à-dire qu'actuellement, en orthopsie, on est à 30 comme effectif, on ne montera pas à 31 avec un transfert. Si on monte à 31, c'est avec un de nos redoublants. Voilà. Par contre, si on a un transfert sortant, si on en a un de nos étudiants qui décide de partir de Montpellier et qui libère sa place, et que cette année-là, on a une demande de transfert et que le dossier est recevable, c'est tout à fait possible. Si vous n'avez plus de questions, je vous libère. Merci pour votre attention.